L'interprétation des œuvres de Degas au fil des années nous permet de discerner leur originalité et leur influence dans le monde de l'art. L'aspect novateur des sujets choisis par l'artiste interroge et saisit à la fois. On distingue plusieurs périodes dans l'œuvre de Degas: les danseuses, les courses, les blanchisseuses, les modistes et les nues. Pourtant, sa principale motivation et ses points forts sont souvent restés dans l'ombre. Chez la modiste, 1882-1884. Même si l'artiste semble s'intéresser à la vie parisienne, les sujets choisis demeurent très ciblés. Les repasseuses, 1884-1886. Ce thème permet à Degas de se focaliser sur certains éléments fondamentaux, les problèmes de forme et de composition. Après le bain, 1895-1900. Lorsque Degas perdra la vue, paradoxalement, il se concentrera sur les couleurs. Autoportrait, 1857. Indépendant, Degas fuit les conventions de son époque. Il déteste le formalisme rigoureux de l'éducation. Bien qu'il soit l'instigateur le plus virulent des expositions impressionnistes entre 1874 et 1886, il n'a jamais pu se conformer ni à ce mouvement ni à d'autres, choisissant ainsi sa propre voie artistique. C'est un des premiers artistes à s'éloigner de la représentation des sujets historiques pour peindre des scènes de la vie contemporaine. Il échappe ainsi au malaise créé par le conformisme de l'époque. Dès l'âge de 20 ans, il se distingue par ses qualités exceptionnelles. Tel un pionnier, il est le premier à libérer ses œuvres des obligations sociales et narratives de son temps et à se concentrer sur la pureté des formes. Danseuse et études de danseuse, 1878-79. Degas possède un esprit curieux et original. Sa passion pour l'art, ses talents et son profond désir de créer lui permettent d'affronter de fréquents accès de mélancolie ou de perte de confiance en lui. Deux études d'un palefrenier, 1875-77. Forcené de travail et grâce à des recherches acharnées, il progresse et développe ses talents artistiques tout au long de sa vie. Photographie de Degas, 1855-1860. Edgar Hilaire Germain Degas est né en 1834 à Paris, dans une famille aisée. Son père était banquier et sa mère était issue d'une famille de créoles français de la Nouvelle-Orléans. Les années suivantes virent la naissance de Cézanne, Monet et Renoir. Degas reçoit une instruction classique et s'oriente alors vers le droit. La mère de l'artiste meurt, il a alors 13 ans. Son père, un homme cultivé, aimant la musique et la peinture, emmène le jeune garçon au musée et l'encourage à dessiner. Puis il lui permet de transformer une des pièces de son appartement en atelier. Degas passe beaucoup de temps au Louvre, où il découvre les maîtres des époques antérieures, et à l'âge de 20 ans, il demande à son père d'étudier la peinture. Degas apprend sous la direction de Lamotte, qui était lui-même un élève d'Ingres. Ce lien avec Ingres revêt beaucoup d'importance pour Degas. Lorsqu'il le rencontre, Ingres conseille à Degas « Dessinez des lignes, jeune homme, et encore des lignes, tout à la fois de mémoire et de la vie ». Degas prend ce conseil à cœur et le suit durant toute sa carrière. Les études classiques de Degas le conduisent en Italie, où en 1856, comme cela se faisait à l'époque, les étudiants en art copiaient les grands maîtres italiens des époques précédentes. Il réalise aussi ses propres tableaux, une vieille femme italienne dans la rue, la mendiante romaine en 1857, ainsi que des portraits de sa famille et des autoportraits. Ces autoportraits convaincants soulignent une certaine maturité. Autoportrait de 1854-1855 est le plus ambitieux de tous les autoportraits de Degas. Cette toile est aussi la plus grande des 18 autoportraits peints durant les années 1850. La famille Bellelli, 1858-1867.
Degas peint ce tableau pendant ses études à Florence. Il séjourne chez la famille de son oncle, Gennaro Bellelli, exilé temporairement de Naples. Portrait impressionnant par sa taille et sa qualité, les libertés prises par Degas semblent courageuses, les attitudes parfaitement naturelles des personnages, la baronne et sa fille aînée debout, sa plus jeune fille assise de façon décontractée avec une de ses jambes repliées sous elle. Le baron se reposant dans un fauteuil tout en nous tournant le dos sont à l'opposé des règles appliquées aux portraits de cette époque. Ces dispositions novatrices se retrouvent dans des portraits d'une époque plus tardive. Cependant, les jeunes artistes ambitieux de l'époque ne se contentent pas de faire des portraits. Ils doivent aussi réussir à peindre des tableaux prestigieux de grande taille sur des thèmes religieux, mythologiques et historiques. En 1860, à l'âge de 26 ans, après avoir terminé ses études classiques, Degas commence à peindre des sujets historiques. Entre 1860 et 1865, il réalise 5 toiles sur ce sujet. Jeune fille spartiate, provoquant des jeunes gens, 1860. Degas choisit un sujet classique, mais ajoute sa touche personnelle en introduisant une scène réaliste et pleine d'action. Les corps des jeunes filles annoncent les danseuses peintes un peu plus tard par l'artiste. Degas aime beaucoup ce tableau. Il ne le vendra jamais et à la fin de sa vie, l'accroche chez lui. Sémiramis construisant Babylone, 1860-1862. Sémiramis, en compagnie de ses architectes, de ses ministres et de ses guerriers, se tient debout sur une terrasse. Elle regarde la construction de Babylone, la ville qu'elle fait bâtir le long du fleuve Euphrate. Les malheurs accablant la ville d'Orléans, 1863-1865. Si ce tableau montre l'originalité et le talent de l'artiste, il révèle néanmoins certaines de ses faiblesses. Degas n'est pas capable de peindre de façon convaincante sur un sujet qu'il n'a pas vu de ses propres yeux. Au salon de 1865, il expose son dernier tableau historique. Cette allégorie suit la tradition des tableaux énigmatiques de la Renaissance. Les personnages portent des vêtements de style médiéval, mais le tableau se rapporte probablement aux atrocités de la guerre civile de la Nouvelle-Orléans. Tout comme sur la toile, Alexandre et Bucéphale, la composition est chaotique et les personnages disproportionnés. À 30 ans, son intérêt pour les compositions historiques laisse la place à un intérêt pour des sujets modernes. Autoportrait, 1863. Plusieurs événements de cette période agissent comme catalyseurs sur la vie de Degas, provoquant un changement radical vers la fermeté. Il s'aperçoit alors qu'il n'est pas fait pour la peinture historique et peint des scènes de la vie quotidienne, révélant ainsi ses dons. Cette découverte qui le pousse à abandonner les règles conventionnelles et à s'intéresser à des scènes plus contemporaines semble coïncider avec son amitié naissante avec Édouard Manet. Le déjeuner sur l'herbe de Manet est terminé en 1863. Manet a la réputation d'être un révolutionnaire. Degas se retrouve entouré de jeunes peintres comme Monet, Pissarro, Renoir, Basile, Cézanne, ainsi que des écrivains. Il se rencontre fréquemment au café Gerbois. Il découvre ainsi des écrivains tels que Edmond Duranty et d'autres qui poussent ces peintres à se focaliser sur leur époque et à montrer des scènes changeantes de la vie de tous les jours dans une ville aussi exceptionnelle que Paris. À cette époque, le style de Degas se précise et à partir de 1868 atteint son apogée. Edmondo et Thérèse Morbilly, 1865. Les portraits occupent la majeure partie des œuvres de Degas. Sur celui-ci, il commence une nouvelle période. Une étude du visage, plus approfondie, lui permet de faire ressortir les émotions de ses personnages et leurs traits de caractère.
femme avec un vase de fleurs, 1865. La femme, située à l'extrémité droite du tableau, regarde distraitement vers la gauche et sans l'attention du peintre, on pourrait croire qu'il s'agit d'une photo sans tant de pose. Tête d'une jeune femme, 1868-1870. Le père de l'artiste est sans doute à l'origine de cette abondance de portraits dans son œuvre, car très vite, il lui a montré que ce genre de tableau pouvait lui permettre de gagner sa vie d'une façon honnête. Degas pense que les gens les plus simples représentent les sujets les plus pittoresques. Hortense Valpincon, 1871. Cette petite fille penchée sur une table tenant un morceau de pomme est la fille unique d'un de ses anciens camarades de classe. À cette époque, il oriente ses recherches sur le caractère et sur les situations. Intérieur ou le viol, 1868-1869. Cette œuvre, appelée aussi La Querelle, est un exemple de l'intimité du réalisme de Degas. Nous avons ici un homme et une femme qui semblent s'ignorer avec froideur. On ressent l'hostilité qui sépare le couple. Il s'agit là du tableau le plus surprenant et le plus ambigu de Degas. L'intérieur d'un bureau à la Nouvelle-Orléans, 1873. Les frères d'Edgar Degas, Achille et René, possédaient un commerce de coton à la Nouvelle-Orléans. Edgar en fait un tableau, son premier à entrer dans un musée lors d'une de ses visites. Ses influences réalistes et classiques le distinguent des autres œuvres du peintre. Henri Rouart devant son usine, 1875. Portrait d'un buste de profil, inspiration d'une technique italienne du XVe siècle que Degas apprécie bien. Il peint le visage marqué et expressif de Rouart, son ami, et sur la droite apparaissent les lignes des voies ferrées donnant une profondeur à la toile. L'Absinthe, 1875-1876. Bien qu'il s'agisse d'un de ses modèles, Hélène André, Degas peint ce tableau avec tellement de réalisme et de maîtrise dans la composition que la misère humaine transparaît de façon criante. Après 1873, Degas abandonne complètement la composition symétrique habituelle chez les peintres du XIXe siècle pour s'adonner aux différents types de dispositions non centrées et aux lignes à angles divers. Les rectangles de marbre blanc des tables au premier plan permettent de repousser les personnages au dernier plan, créant ainsi cet effet de profondeur. Technique que l'on retrouve encore et encore dans Portrait de Duranty, Les Blanchisseuses et dans certaines lignes peintes sur la scène derrière les danseuses. Parmi les écrivains réalistes amis de Degas durant les années 1860, Edmond Duranty est celui qui partage le plus ses idées sur la peinture moderne. Et c'est en 1879 qu'il peint Portrait de Duranty, son ami, sous un angle intéressant dans son espace de travail. Le critique d'art Joris Karl Huysmans dira de cette toile « C'est bien Monsieur Duranty, parmi ses estampes et ses livres, assis à son bureau, avec ses doigts nerveux, ses yeux moqueurs, son expression pensive et vive, son sourire. Je l'imagine tellement en regardant cette toile sur laquelle le caractère de ce curieux analyste de notre société est représenté avec tant de talent. » Diego Martelli, 1879. Il s'agit de l'écrivain et critique d'art de Florence, Diego Martelli, grand défenseur du mouvement impressionniste italien appelé Macchiaioli. Il devient l'ami de Degas pendant un de ses longs séjours à Paris. Une fois encore, le peintre joue avec des angles inhabituels. Dans ce tableau, il présente son personnage en vue légèrement plongeante, ce qui provoque un sentiment de proximité. Place de la Concorde, 1875. On voit ici l'ami de Degas, le Pic, avec ses deux filles et son chien. Tous les personnages sont coupés par le bas de la toile. Cette image, ressemblant à une photographie, provoque les critiques de l'époque. Degas modifie la signification de la composition du tableau avec sa technique de décentralisation et du coupage du personnage, incitant le spectateur à regarder d'un point de vue inhabituel. Portrait de Marie Cassatt, 1884. Le peintre américain Cassatt reçoit vraisemblablement ce portrait en cadeau de Degas, qui lui-même, en retour, acquiert un des tableaux de l'artiste américaine. Henri Degas et sa nièce Lucie Degas, 1876.
La disposition originale des personnages de Degas, dans leur cadre de vie, tend de manière réussie à un certain réalisme. Bien qu'il peigne l'expression incontestable de chacun, il semble avoir ajouté une note personnelle qui comble les personnages d'une même émotion. Le collectionneur d'estampes, 1866. La personnalité maussade et soucieuse de l'homme se retrouve dans tous ses portraits. Les modèles du peintre apparaissent sobres ou sérieux. Ils sourient rarement, ont l'air distants et d'une froide indifférence, une représentation de Degas lui-même. Femme au travail. Dès 1873, Degas abandonne le salon. Il avait accompli presque 10 ans de travail intense et hors des sentiers battus, avec des résultats aussi intenses que tout autre, pendant cette époque extraordinaire et innovatrice que cette approche du XXe siècle. Degas ne désire pas représenter avec exactitude l'univers naturel qui l'entoure. Il sait que son approche de l'art va à l'inverse de cette idée. Aucun art n'est aussi spontané que le mien. Tout ce que je fais provient d'une longue réflexion de mon étude des maîtres et de bien d'autres choses encore. Il s'agit d'une inspiration, d'un tempérament, d'une observation aiguë. La blanchisseuse, 1869. La vie de tous les jours des femmes au travail, particulièrement des blanchisseuses, représente un des sujets de prédilection de Degas durant les années 1870. Dans ces thèmes, ainsi que ceux sur le théâtre et le ballet, on assiste à l'intérêt grandissant du peintre pour les intérieurs et les modèles éclairés par la lumière artificielle. Les modèles de Degas ne semblent jamais posés. Le spectateur a toujours l'impression d'être le témoin d'un événement en temps réel. Modiste, 1882. Bien qu'un sujet moins prisé que les courses, le traitement thématique des femmes de la classe ouvrière de Degas, en particulier des blanchisseuses et des modistes, reste intéressant. Certains découvrent en Degas une simple critique mordante de la bourgeoisie et l'accusent de cynisme. Une analyse plus précise montre la dignité et le respect qu'il éprouve pour chacun de ses personnages. Le tableau le plus connu de la série des modistes est celui exposé au Metropolitan Museum of Art à New York, chez la modiste, de 1882. Un des plus beaux tableaux sur ce thème de Degas est le premier à être montré en public à Londres. Avec un talent sans égal, Degas peint un premier plan aux tons variés pour représenter la texture et la brillance de la soie, des plumes, du satin et de la paille. Le noyau de la composition est dans la diagonale de la table, mais le cadre doré du miroir en arrière-plan crée la profondeur de l'espace. Chez la modiste, 1882. Représentation d'une femme de profil essayant un chapeau et de sa réflexion dans le miroir. La boutique de la modiste, 1882-1886. Il est probable que la personne dans cette boutique de modiste soit en fait la vendeuse plutôt qu'une cliente en train d'acheter un chapeau. Le personnage dans le tableau Les Repasseuses de 1884 devient presque le symbole de la femme ouvrière de la fin du siècle. Une bouteille de vin à la main, elle bâille, accablée par l'ennui de ce travail répétitif. Cette toile, peinte sur le vif, avec sa surface crayeuse au pastel, reste un modèle unique dans la carrière de l'artiste. La Repasseuse, 1887. Ici encore, une blanchisseuse qui repasse une chemise sur une table. La lumière qui entre dans la pièce par les fenêtres souligne le profil du personnage, tandis qu'une seconde lumière se reflète sur la table de travail et sur le linge. Toutes les recherches et les études de Degas en Italie se concentrent sur les peintres italiens qui soulignent l'importance de l'emploi des lignes. Botticelli, Pollaiolo, Ghirlandaio, Mantegna. Il pense que les éléments centraux d'une œuvre d'art sont la vérité et la réalité. La Procession, 1866-1868. L'intérêt de Degas pour les courses semble venir de sa visite dans la propriété des Valpincons en Normandie. Mais cette curiosité se limite à un sujet de peinture. Ni la situation plein air, ni le goût pour le sport ne l'attirent. Seule l'étude des animaux en mouvement fixe son attention.
Voiture aux courses, 1869. Degas peint ses amis les Valpinçon dans une voiture. Pendant son séjour dans leur propriété de campagne normande, ils se rendirent tous aux courses de chevaux d'Argentan. Tous tournent leur attention sur le bébé, Henri, qui repose sous une ombrelle sur les genoux de sa mère. Courses de chevaux à Longchamp, 1873-1875. Les courses à Longchamp figurent parmi celles les plus prisées des courses de chevaux. Comparé au galop conventionnel des chevaux à l'arrière-plan du tableau Voiture aux courses, chaque mouvement de cette toile se traduit par une observation précise et individuelle. Degas, dans ses premières œuvres, peint ses personnages calmes et figés, mais en quelques années, ils deviennent des silhouettes vivantes qui étonnent par la position inhabituelle dans laquelle ils sont surpris et immortalisés. Le champ de course, jockey amateur, près d'une tribune, 1876-1887. Toile d'une scène de chevaux et de jockeys la plus originale et monumentale peinte par Degas. La foule de spectateurs dans le lointain forme un mur humain attendant le départ de la course. Un groupe de spectateurs passifs à droite du tableau, de toute évidence des gens de la ville passant la journée à la campagne. 2 jockeys, 3 jockeys, 1866-1868. Degas ne reprendra ce thème que dans les années 1880. Plus aucun spectateur, ni tribune, ni chevaux sur la ligne de départ. Le nouveau défi de Degas se trouve dans le cheval et le cavalier dans leur développement linéaire. Le peintre travaille aussi avec des photographies qui saisissent chaque phase du mouvement du cheval. Le fait qu'à aucun moment de son galop le cheval ne prend position sur 4 jambes, contrairement au tableau anglais, constitue une découverte intéressante de son observation. Les mouvements du cheval s'avèrent plus complexes et moins gracieux. Avant la course, 1882. Tableau d'un essai de mouvement. Les têtes des chevaux semblent des flèches qui indiquent la direction, le point de mire et l'élan. Les chevaux de course, 1884. Degas revient à ce thème, non par intérêt pour ce sport, mais parce que les chevaux et les cavaliers représentent pour lui l'objet d'une contemplation esthétique, tout comme les danseuses. Danse, 4e position du ballet, sur la jambe gauche, 1883-1888. Alors que les courses permettent à Degas d'exprimer son sens de l'observation minutieuse des animaux en mouvement, le ballet lui offre la chance d'analyser ceux du corps humain. Le peintre découvre ce thème des ballets dans les années 1870 et ne le quittera pas durant toute sa vie. Il s'agit du plus important des sujets de sa carrière et la moitié de ses œuvres les plus élaborées s'y rapportent. Mademoiselle Fiocre dans le ballet La Source, 1868. Entre ce premier tableau inspiré par une visite au théâtre et ces dernières danseuses peintes dans les années 1890, Degas réalise à peu près 1500 dessins, tableaux, pastels et sculptures. L'Orchestre de l'Opéra, 1870. Portrait de l'ami de l'artiste, Dio, jouant du basson pendant un spectacle. Pour Degas, le théâtre représente bien plus qu'une description réaliste du sujet. Il lui offre aussi une relation symbolique avec les images et l'amène à revoir ses techniques différemment. La composition change, elle saisit la scène comme le ferait un appareil photo. Les danseuses à l'arrière-plan sont coupées à la taille par le bord supérieur de la toile. Les musiciens de l'orchestre, 1872. Plus de joueurs de basson. L'originalité de la disposition des éléments est encore plus frappante. Les danseuses deviennent le centre d'intérêt. Au premier plan, la tête des 3 musiciens de dos et au-dessus d'eux, la scène avec les danseuses qui sont comme illuminées par les projecteurs. Cette période correspond à l'arrivée des danseuses au premier plan sur les tableaux et non à l'arrière-plan comme habituellement, attirant ainsi le regard de l'observateur.
Degas possède un esprit curieux et observe continuellement ce qui se passe en dehors de la scène. Souvent, il assiste aux répétitions pour fixer une image dans son esprit, puis il emmène des modèles dans son atelier pour les disposer selon son désir. La classe de danse, 1874. Degas se montre soucieux de peindre tous les détails avec exactitude, comme par exemple dans la pose magnifique de la danseuse au centre, surveillée par son maître de danse. Les deux jeunes filles au premier plan cèdent l'une l'autre dans l'arrangement de leur tenue. Trois danseuses, 1873. La disposition et la composition originale qui donnent à ces dernières œuvres un côté unique ne se ressent encore pas sur cette toile. La pose figée des personnages semble éclore et se libérer au fur et à mesure de la maîtrise du mouvement de Degas. La répétition de ballet, 1875. Un tableau réalisé à la gouache et au pastel, l'une des trois compositions exceptionnelles sur ce thème peintes par Degas. Il s'intéresse aussi au café-concert très populaire à l'époque. La chanteuse aux gants, de 1878, reste une de ses œuvres bien connues sur ce thème. Concert au Café des Ambassadeurs, 1875-1877. Degas choisit un café-concert très populaire, en plein air sur les Champs-Élysées, et fréquenté par de nombreuses prostituées en fin de soirée. Ce café servait de point de rencontre à des artistes et à des écrivains. La chanson du chien, 1876-1877. Teresa, Emma Valadon, la chanteuse peinte sur ce tableau, est une célébrité de l'époque. Degas décrit sa voix comme étant l'instrument le plus naturel, le plus délicat et le plus tendrement vibrant. Femme à la terrasse d'un café le soir, 1877. Degas observe le comportement humain qui circule dans les rues de Paris. Le sujet, plusieurs prostituées devisant dans un café, provoque une forte réaction à la présentation du tableau à la 3e exposition des impressionnistes de 1877. L'Étoile, 1876-1877. Ce moment magique, le solo de la danseuse étoile vue du balcon est peint de pastel. L'espace vide qui entoure la danseuse la distingue des autres qui attendent en coulisses. Ballet à l'Opéra de Paris, 1877. Ce pastel fait suite à une série d'images que Degas commence vers 1870 et sur lesquelles il peint les danseuses sur scène en arrière-plan, derrière l'orchestre. Les archets des violons et les têtes des musiciens se trouvent entre les danseuses et nous, augmentant l'effet de distance du monde fictif de la scène sans pourtant nous exclure de ce ballet. Danseuse au bouquet, 1877-1878. Degas expérimente aussi les angles de vue, les choisissant inhabituels, ce qui entraîne de nouvelles compositions. Le regard du spectateur passif est guidé vers le centre de la toile, lui donnant l'importance principale. Dans ce tableau et dans Au théâtre de 1880, les lignes doucement penchées du balcon coupent la toile en deux, en créant ainsi l'équilibre de la composition de cette œuvre. Sur ces toiles d'une époque antérieure, Degas traite le thème complexe des spectateurs et des danseuses. Voir, mais aussi être vu, le spectacle de la scène et faire partie du public. Ce sont les derniers pastels de Degas réalisés de façon traditionnelle, car à cette époque, il commence à créer de nouvelles techniques. La chanteuse de café, 1884. Le jaune, le turquoise et l'orange vif évoquent les costumes bon marché de la scène d'un café. Si l'on observe bien, les traits de pastel et les couches de pigments se voient clairement à la surface du papier. Cette technique permet de modeler, avec une plus grande réalité, les formes des objets et les caractéristiques physiques. Danseuse attendant le signal, 1879.
Durant sa carrière, Degas dessine souvent les danseuses au repos, les genoux écartés. Cela devient un de ses thèmes préférés qu'il continue à utiliser pour ses nus. Le principal attrait venait probablement de cette pose non conventionnelle. Comme toutes les recherches de Degas, beaucoup de tableaux l'amènent à résoudre des problèmes de composition, de forme et finalement de couleur. En attendant, 1882. Probablement s'agit-il d'une jeune danseuse de province venue avec sa mère pour passer une audition. La danseuse masse une de ses chevilles douloureuses. Les deux personnages semblent figés dans leur solitude. Danseuse assise, nouant son brodequin, 1882-1885. Degas réalise une multitude d'esquisses avant d'arriver à ce tableau. Il s'adonne avec passion et sans répit à l'observation analytique. Dans cette version plus tardive de Danseuse en tutu vert, 1880-1885, l'esthétisme de la pose semble plus important que le geste simple de peindre une danseuse. Danseuse, 1899. La vue plongeante, la jupe étalée et les membres étendus sans relation avec la pesanteur se mêlent pour former un ensemble purement esthétique. La jupe en tulle évoque des rayons partant dans toutes les directions autour du torse court, fondant sur les espaces déterminés par les membres. La texture dans ces rayons absorbe notre regard et le sol grâce aux longues marques de pastel de Degas. Les danseuses en bleu, 1890. Tout au long des années 1890, l'artiste évolue de plus en plus vers l'abstraction. La couleur, la forme, la surface et la dimension deviennent des éléments principaux. Dans cette œuvre, la couleur prend finalement le dessus sur l'analyse précise des mouvements et des gestes qui auparavant préoccupaient Degas. Rose et vert, 1894. Les formes à présent fluides et vagues permettent de faire ressortir tous les tons exubérants. 4 ballerines en coulisses, 1898. Les vigoureux traits de pastel qui déterminent le corps et le tutu de la danseuse montrent parfaitement les méthodes de travail de Degas. En superposant des couches de pigments, il parvient à un dégradé de tons des plus délicats. Cette scène charmante et intime peint les gestes habituels des ballerines, ces moments où elles s'étirent, où elles arrangent leur tenue. Il est possible que Degas ait utilisé le même modèle pour les 4 personnages, de façon à examiner tous les angles possibles pour ensuite condenser son étude en un seul groupe. 4 danseuses, 1896-1898. Les danseuses, prises sur le vif, deviennent la substance même du tableau. Danseuse, 1899. 3 danseuses arrangent leurs bretelles sur leurs épaules, tandis qu'au fond, une 4e lève son bras dans ses cheveux. La similarité de leurs mouvements, vus sous des angles différents, définit un rythme très doux. 2 danseuses en tenue jaune, 1902. Dans les 20 dernières années de sa vie, Degas ne s'intéresse plus au ballet comme sujet d'illustration. Seule la forme domine l'espace de son œuvre. Les danseuses se rapprochent du premier plan. Le pastel remplace désormais la peinture à l'huile et sa passion se concentre sur la sculpture. La petite danseuse de 14 ans, 1879-1881. La seule sculpture que Degas expose dans sa vie est la plus remarquée de la 6e exposition des Indépendants. Cette œuvre montre une jeune ballerine belge, Marie Van Gogh, élève à l'opéra. L'utilisation d'une vraie robe et d'un ruban de satin augmente l'impression naturelle de la pose de la jeune fille. Danseuse regardant son pied droit, 1882-95. En travaillant en 3 dimensions, le problème de profondeur disparaît et Degas peut se concentrer entièrement sur le personnage. Cette œuvre se regarde sous tous les angles et doit donc avoir un équilibre spatial réel. Danseuse, danseuse espagnole, 1895-1910. Sans doute la plus connue des sculptures de Degas, un équilibre parfait existe entre le mouvement des bras et des jambes. Les danseuses, 1899.
Les lignes revêtent une grande importance dans l'œuvre de Degas. Il cherche toujours à définir les formes par des traits. Durant la deuxième partie de sa vie, le pastel, souvent associé au fusain, devient son instrument principal. Le pastel pouvant s'utiliser à la fois pour peindre et pour dessiner. Le bain, 1894. Contrairement à Manet, Degas utilise rarement le pastel en aplat, mais plutôt dans ses traits du premier plan. Cependant, dans une nouvelle tentative d'utilisation des hachures traditionnelles, il pose de longues lignes de couleurs superposées, comme un tissage sur la surface de la toile pour donner l'illusion du tissu. Sur beaucoup de ses œuvres, l'artiste se concentre sur les formes plates et les silhouettes. À présent, la troisième dimension repousse toute impression sans relief pour devenir presque sculpture. Après le bain, 1885. En 1886, pour la 8e et dernière exposition impressionniste, Degas expose toute une série de pastels intitulée « Série de nus de femmes se baignant, se lavant, se séchant, se frottant, se peignant les cheveux ou se faisant coiffer ». La toilette, 1884-1886. Huysmans écrit sur ce groupe de baigneuses « Il faut remarquer les couleurs subtiles et ardentes, le sentiment riche et mystérieux de ces scènes, la beauté suprême de la chair, teintée de rose ou de bleu dans les reflets de l'eau, illuminée par les fenêtres drapées de mousseline dans ces pièces sombres qui, lorsque le jour apparaît, révèlent des murs couverts de toiles de Jouy, des lavabos et des bacs, des flacons et des peignes, des brosses et des bassines en cuivre rosé. » Le tube, 1885-1886. Certains critiques ont réagi violemment en voyant les baigneuses pour la première fois. Ils l'ont interprété comme affirmation sociale et ont accusé Degas d'illustrer l'outrage des femmes. Aucun des nombreux articles publiés ne les décrivait pour ce qu'ils étaient, des tableaux de modèles en train de poser. Avec les baigneuses, Degas a apporté la même vérité sans compromis qu'il avait mise dans ses tableaux de danseuses. Ces nus n'appartiennent pas au modèle conventionnel de la beauté. Le tube, 1886. Ces études intimes de femmes se lavant, s'habillant, fruit de la maturité de Degas, apportent une vision nouvelle et énergique sur la conception du nu. Ce nu représentant une femme se baignant dans la lumière éclatante et délicate du matin s'attire le succès auprès des critiques. L'un d'entre eux le compare même à une charmante statue gothique. Après le bain, femme se séchant les pieds, 1885-1886. Repliée en position de fœtus, la baigneuse se penche et se sèche les pieds, le torse pressé contre ses jambes. Les formes sinueuses ne sont ni sensuelles ni attirantes, elles se veulent réalistes. Degas reste fidèle à ses sujets et peut être considéré comme un réaliste. Femme se peignant les cheveux, 1884-1886. Sur cette toile au grain épais, le spectateur en vue plongeante regarde la femme assise par terre qui peigne soigneusement ses longs cheveux. Les contours se définissent clairement et les rythmes linéaires élégants s'inspirent toujours d'Ingres. Baigneuse penchée, 1886-1888. Ce tableau est probablement le nu le plus expressif peint par Degas dans les années 1880. La pose du personnage est inhabituelle. La femme couvre son visage alors qu'elle se repose après le bain sur une serviette étendue par terre. Femme se peignant les cheveux, 1887-1890. Avec sa minutie habituelle, Degas étudie chaque position et chaque mouvement des femmes à leur toilette. Quand elles se penchent, quand elles s'accroupissent et se tournent, quand elles s'étirent et se frottent le dos dans leur intimité détendue. Femme sortant du bain, 1886-1888. Dans ses dernières œuvres, Degas bouge librement sur la toile. Chaque endroit du dessin joue un rôle égal. Les détails n'existent plus. Seule la manière dont les formes cohabitent et l'énergie de leur interaction restent les points importants. Le bain, 1894. Degas perd de plus en plus la vue, mais ses couleurs deviennent plus intenses et ses lignes prennent vigueur et pouvoir dans leur expression.
L'artiste imagine le bain dans la lumière fraîche du matin. Du bleu vient de la fenêtre et envahit l'espace. La baigneuse se glisse dans le bain et se détache du bleu grâce à des petites lignes verticales roses. Femme nue accroupie vue de derrière, 1890-1895. Sa technique a pris de la profondeur et de la force. Il applique avec assurance ses pastels et parfois du fusain sur une esquisse aux formes définies. Ensuite, il retravaille cette couche de couleur, y ajoutant des hachures successives et des lignes lourdes et épaisses. Après le bain, 1885-1890. Même technique encore et encore, de traits se juxtaposant pour obtenir une mosaïque de tons entrelacés. Femme au bain, 1895. Les serviettes de bain aux couleurs éclatantes et exotiques de violet et de rose animent cette composition, sur laquelle une femme dans son bain est aidée par sa servante qui lui verse de l'eau sur les épaules. Petit déjeuner en sortant du bain, 1895. Un ensemble riche de couleurs pures est créé en ajoutant de nombreuses couches de pastel frottés et estompés. Le dos courbé de la baigneuse adoucit son mouvement énergique qui contraste avec le geste calme de la servante apportant une tasse de café. Baigneuse assise se séchant, 1895. La serviette blanche s'intègre à la pose, drapée autour de son avant-bras levé, passant sous le haut de son bras et retombant sur sa cuisse. Elle révèle et dissimule, dévoilant et embellissant la pose pour se fondre dans les formes. La serviette est le pont entre la femme et l'espace dans lequel elle se trouve. Les serviettes et les rideaux évoquent une colonnade cannelée qui englobe la jeune femme. Après le bain, femme s'essuyant le cou, 1895. Dans ses commentaires sur l'exposition de 1886, Huysmans écrit sur Degas « Son travail appartient au réalisme comme un art exprimant un déversement extensible et condensé de l'âme dans des corps vivant en harmonie parfaite avec les lieux qui les entourent. » La toilette, 1897. Femme à sa toilette, 1897. Dans ses dernières danseuses ou baigneuses, Degas se plonge dans le regard le plus abstrait de son art. Dans ses dernières œuvres, il ne se concentre non pas sur la disposition et sur la composition, mais uniquement sur les problèmes de couleur. Après le bain, femme s'essuyant le cou, 1895. Sa maîtrise de la pose et du geste s'exprime pleinement dans ses tableaux de baigneuse. Il nous fait ressentir le frottement d'une éponge, le poids d'une serviette, le flot de cheveux épais sous le peigne et les mouvements du corps qui s'expriment naturellement. Devant le miroir, 1885-86. Degas peint ces blanchisseuses avec leur douleur au dos, repassant des chemises dégageant de la vapeur, des modistes épinglant des chapeaux, ou leurs clientes essayant des chapeaux, des danseuses sur scène et en répétition, des chanteuses de romance dans les cafés. On avait là enfin les scènes de la vie moderne réclamées par les frères Goncourt dans Manette Salomon. Chevaux avec des jockeys, 1881-1885. Mais personne n'estime que l'œuvre de Degas est le reflet de la société de l'époque. Elle n'a donc aucun impact sur ses contemporains. Danseuse sur scène, 1883. Degas montre une vision des aspects variés de la vie à Paris au XIXe siècle. Mais seuls les éléments fondamentaux de son art l'intéressent durant sa longue et laborieuse carrière. Les problèmes de forme et de composition au début et à la fin de sa vie, jusqu'aux problèmes de couleur lorsqu'il perd peu à peu la vue. Petit déjeuner après le bain, 1889. Degas ne serait jamais devenu l'artiste qu'il était si ces problèmes n'avaient occupé son esprit de manière cruciale, car ils représentent les fondations de la peinture qu'il crée durant toute sa vie. Femme avec des lunettes d'opéra, 1875-1876. Une œuvre qui se distingue des autres et révèle l'art de Degas dans son ensemble. Degas meurt le 27 septembre 1917 des suites d'une congestion cérébrale. Il est enterré au cimetière Montmartre.